Merci. Je vais vous parler d'un cœur de processeur applicatif, donc capable de tourner Linux, qui s'appelait Ariane quand il a été créé par l'équipe Pulp et qui s'appelle maintenant CVA6, sur lequel Thales contribue fortement au sein de communautés open source. Alors, bien sûr, ça ne marche pas. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Thales, on est 80 000 employés dans 68 pays. Il y a sur les 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires de 2020, 1 milliard de R&D autofinancé. Et il y a de la R&D également financée par des tiers. Les métiers de Thales sont tous les systèmes critiques. La sécurité, la défense, aéronautique, spatiale, le transport ferroviaire. Et tout ce qui nous relie chez Thales, c'est la capture de l'information, sa transmission, son stockage, son traitement, jusqu'à la prise de décision. Alors, qu'est-ce que le hardware open source? Je pensais que j'étais le premier de la séquence dans le programme. Je suis le deuxième. C'est du matériel dont les plans, les descriptions vont être disponibles de façon publique pour que n'importe qui puisse les modifier, éventuellement les industrialiser et en faire une solution matérielle. Alors, aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'activité à laquelle je contribue autour de RISC-V et de l'Open Hardware Group. Je vous expliquerai les termes parce que assez souvent on va tout mettre dans un paquet RISC-V et il y a des petites subtilités à comprendre, mais c'est aussi plein de choses. Alors j'ai pas mis les cartes. On a vu des smartphones modulaires en open source hardware, beaucoup d'imprimantes 3D, on en parle après. Du data center, également des outils pour le design de circuits intégrés et plein d'autres choses que je ne connais pas et plein d'autres choses qui vont apparaître dans le futur. Alors, d'abord, j'ai planté le décor. Qu'est-ce que c'est RISC-V? Le contexte, on ne va pas se cacher, c'est la prépondérance de ARM dans les écosystèmes embarqués. ARM produit des solutions de très bonne qualité, hein, je ne vais pas cracher dessus, mais ce sont des solutions fermées, propriétaires, pour lesquelles il y a des coûts de licence, il y a des royalties à verser, et puis dans certains cas, il y a une dépendance commerciale. Quand on est chez ARM, c'est un peu difficile d'en sortir. Et on peut avoir aussi des petits soucis sur le contrôle export. Et on va penser à Huawei, qui a eu quelques petites misères du côté de certaines technologies. L'open hardware, dans le domaine du computing embarqué, c'est une alternative crédible et alors je dis gratuite. Rien n'est gratuit, mais l'accès à la propriété intellectuelle et son utilisation est gratuite. C'est soutenu par plus de 250 organisations membres et je crois quasiment 1 millier d'individuels membres, de membres individuels, pas les gens de ces organisations, mais il y a en gros 1300 membres, dont 250 qui sont des organisations et des personnes physiques qui sont membres. C'est un point de départ pour des mises en œuvre matérielles. RISC-V en soi-même, ça n'est qu'une spécification, enfin un ensemble de spécifications, et ensuite on va pouvoir en faire des processeurs open source ou des processeurs commerciaux. Alors moi, je vais parler de processeurs open source. On a parlé de Sci5 tout à l'heure. Ce matin, j'ai entendu ce nom-là. Ils en ont un open source et puis plusieurs propriétaires. Par exemple,
Et puis, l'industrie est en train de bouger. Est-ce que c'est avec la création de RISC-V ou est-ce que, enfin, la cause et la conséquence, je ne sais pas exactement le dire. Toutes les architectures Power vont dans l'open source. MIPS a adopté le jeu d'instruction RISC-V. La DARPA demande, alors la DARPA aux États-Unis demande d'avoir du RISC-V dans ses solutions. Et le modèle auquel on se réfère, évidemment, c'est Linux, qui a mis 15 ans à être adopté massivement. On a commencé en 2010, on a encore quelques années pour l'adoption massive. Alors, quelques petits détails un peu plus techniques sur RISC-V. C'est un jeu d'instructions, comme je vous l'ai dit, donc une spécification, pas un processeur physique, qui est à la fois simple et modulaire. Il y a un jeu de base très réduit sur lequel on peut rajouter des extensions, du calcul flottant, du calcul vectoriel, du calcul booléen. Et l'idée, c'est par rapport à des jeux d'instructions où on a rajouté des couches les unes après les autres pour avoir au final des processeurs avec des processeurs qui commencent à être costauds. L'idée, c'est on a besoin de la toute petite base et ensuite on peut sélectionner les bonnes extensions pour son application. Alors il y a deux bases, RV32i, RV64i, 32 bits et 64 bits. Je vous ai mis un ensemble d'instructions, d'extensions standards. Je pense par exemple M, c'est tout ce qui est multiplication et division. On va le trouver dans beaucoup de processeurs, mais si on veut faire un objet très 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 petit, on peut même s'en passer. On peut avoir... alors actuellement, il y a 3 niveaux de privilèges qui sont spécifiés. Machine, superviseur, user. Bientôt un niveau hyperviseur. On peut choisir d'avoir un processeur qui n'a pas tous les niveaux si on n'en a pas besoin. Il y a plusieurs modèles de mémoire virtuelle pour faire parler le monde logiciel et le monde matériel. Et puis, il y a plein d'extensions en cours et 2021-2022 vont voir la publication de beaucoup d'extensions en termes de crypto, vecteur, donc la capacité à exécuter directement des instructions de ce type-là. Et puis, dans le jeu d'instructions, il y a des parties réservées pour des extensions propriétaires. Si vous voulez faire votre cœur de processeur avec votre instruction très sympathique pour faire une convolution, un radix, vous pouvez l'encoder dans votre solution et en plus vous n'êtes même pas obligé de l'ouvrir si c'est vraiment le cœur de votre innovation. Sur ce schéma, alors j'ai représenté les trois grands pôles open source autour du RISC-V. Il y en a d'autres. Il y a notamment l'ORISC, qui est pas une fondation, mais presque une petite fondation assez spécialisée sur les objets de sécurité. Les deux grands, c'est Chiefs Alliance et l'Open Hardware Group, qui vont faire des implémentations, des mises en œuvre, donc le code source de cœur compatible RISC-V. Le Chiefs Alliance est plutôt très marqué américain. L'Open Hardware Group, c'est le reste du monde. Alors les Américains ne sont pas interdits, hein, mais c'est plus multipolaire. Et puis, vous voyez au-dessus la fondation RISC-V. On voit à l'Open Hardware Group des acteurs français. On retrouve le CEA, on retrouve Dolphin, qui est arrivé récemment, et j'ai vu qu'ils avaient un stand ici. On va retrouver NXP, qui porte des ambitions open source assez fortes. Silicon Labs qui est sur les processeurs de la gamme embarquée, et je ne vais pas tous les citer. Pardon ? Greenwaves, oui, j'ai oublié Greenwaves. On est la start-up grenobloise qui a été sans doute une des premières à intégrer des cœurs RISC-V
dans ces composants de la famille GAP 8 actuellement. Alors, vous pourriez me demander, Thales, c'est pas forcément, on ne va pas forcément spontanément investir dans le RISC-V et l'open source hardware. On a l'habitude des solutions propriétaires faites maison. Je vais répondre à votre question. Pourquoi est-ce qu'on investit dedans? D'abord parce que du côté du RISC-V, c'est un standard ouvert avec un large écosystème. On a vu les 250 membres de la fondation. Quand on veut compiler du code RISC-V, on trouve des outils qui vont encore s'améliorer, mais on peut produire un exécutable. Et on n'est pas dépendant. Enfin, quand on fait le hardware, nous on fait le hardware, on ne fait pas à ce jour. On ne s'est pas lancé dans la conception d'un compilo pour faire tourner notre hardware. On va prendre quelque chose qui existe en open source. Je vous ai parlé d'un jeu d'instruction modulaire. Donc en fait, on peut l'optimiser pour ses contraintes de coût, d'encombrement, de consommation. On peut faire des processeurs à l'état de l'art parce que le jeu d'instruction RISC-V, il a appris des erreurs des jeux d'instruction précédents. Il a dégraissé un certain nombre de choses. Il en a simplifié. Vous imaginez bien que la sécurité, la sûreté de fonctionnement chez Thales, c'est essentiel. Et dans ces domaines-là, on aime bien certifier des produits, critères communs, DO254 pour l'avionique ou d'autres normes. Et dans les démarches de certification, avoir des artefacts open source avec l'accès au code source, mais également l'accès à énormément d'éléments de vérification, c'est quelque chose qui a une valeur, qui peut avoir une valeur énorme pour l'industriel. Et ensuite, le dernier point, c'est qu'on n'est pas lié à un vendeur de solutions. Et en plus, l'open source, d'un point de vue règle export, est quand même assez sympathique parce qu'il évite pas mal de barrières. J'avais pris l'exemple de Huawei. Huawei, on leur avait interdit d'utiliser les applis Google qui sont propriétaires. En revanche, le gouvernement américain n'a pas pu les empêcher d'utiliser Android, qui est open source. Et derrière, il y a des mécanismes juridiques qui font que l'open source est quand même assez favorable à disposer de solutions pour lesquelles on n'est pas lié à une autre puissance étrangère. Tout ça explique que Thales soit membre à la fois de l'Open Hardware Group pour avoir des implémentations et de la fondation RISC-V International pour participer au travail de spécification. Alors, je vais me concentrer maintenant sur l'Open Hardware Group parce que j'ai parlé implémentation, on va vers la solution. Donc, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de baisser les barrières pour adopter des IP open source de qualité dans des circuits de production. Donc il y a un focus sur la qualité, sur l'écosystème, sur le type de licence qu'on utilise pour pouvoir correctement l'intégrer même dans une solution propriétaire. C'est une entreprise à but non lucratif qui est pilotée par ses membres et qui bénéficie du soutien technique et humain du personnel, de quelques personnels. Qu'est-ce qui en sort? Des cœurs de processeurs, la gamme CV32E40 qui sont des cœurs embarqués microcontrôleurs ou un petit peu plus musclés pour faire du traitement de signal. La gamme CVA6 dont je vais vous parler, qui s'appelait Ariane avant, des cœurs qui peuvent faire tourner des OS comme Linux. Et puis, bientôt, on aura d'autres cœurs. Également, des blocs de propriété intellectuelle à mettre tout autour pour bâtir des solutions complètes, des environnements de vérification,
Il y a un projet autour de prototypage d'un des cœurs dans un MCU, dans un processeur. Et puis, un volet très important, c'est les outils pour mettre en œuvre ces solutions matérielles. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Je vous ai parlé d'Ariane, je vous ai parlé de CVA6. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ariane, c'est un cœur de processeur applicatif 64 bits, donc compatible de RISC-V et de Linux, qui a été créé par l'équipe Pulp. L'équipe Pulp, c'est l'ETH Zurich et l'Université de Bologne. En termes de complexité, ça ressemble à un Cortex A5. Et ensuite, il a eu un joli succès dans les communautés de recherche et il a été transféré à l'Open Hardware Group pour le faire maturer, pour devenir pour avoir un niveau industriel. Et on l'a renommé CV64A6. Alors, c'est des noms un peu complexes. CV, c'est Core 5, ça veut dire tous les cœurs Open Hardware Group commencent comme ça. 64 bits, A applicatif, et 6, c'est le nombre de niveaux de pipeline. Ça décrit à peu près la complexité du cœur vu de loin. Et puis, qu'est-ce qu'a fait Thales ? Ils ont dit CV64A6, c'est un cœur sympathique. Ben, on va faire CV32A6. Donc, on a fait la version 32 bits, beaucoup plus compacte pour économiser des ressources silicium, économiser de la consommation, pour des applications embarquées qui aimeraient bien avoir le support de Linux. Et puis, en fait, CV32A6 et CV64A6, c'est deux processeurs différents, mais pas si différents, parce qu'en fait, ils ont le même code source. On change quelques paramètres et on passe de l'un à l'autre. Et on veut vraiment, chez Thales, arriver vers une qualité industrielle des deux cœurs, à la fois pour nos besoins et puis pour les besoins de la communauté. Et puis on aimerait également attirer des contributeurs supplémentaires pour partager l'effort de développement. Alors, je vais vous faire une démo donc du CV32A6, la version développée par Thales. On a développé une unité de gestion mémoire, c'est indispensable pour faire tourner Linux. On a intégré le Berkeley Bootloader, BBL, le noyau Linux, un noyau Linux récent grâce à Buildroot. Et puis, il y aura plus de composants logiciels qui vont arriver, mais bon, c'est de la tambouille interne. Il y a un repo pour charger ces deux distribs et il y a un autre repo pour charger le cœur. Alors normalement, quand je clique, voilà la démo. Alors bon, vous allez me dire, filmer un bout de Linux dans une conférence open source, c'est peut-être pas tellement le bout de Linux, hein. C'est pas Thales qui a fait Linux. Non, ce qui est intéressant à voir, ce qui sera intéressant à voir, c'est de voir le nom de l'architecture qui va s'afficher. Alors, je ne vois pas très bien. On est encore dans le chargement du noyau. Non, ça va marcher. Non, mais c'est pas parce qu'il y a écrit que ça a échoué hein. Donc là, on va avoir l'info CPU. Donc si vous plissez les yeux, vous voyez le mot Ariane, vous voyez le mot RV32 IMA, qui sont les extensions RISC-V dont c'est compatible. Donc c'est juste pour vous dire que c'est ce cœur-là qui boot Linux. Ensuite, on a la distrib. Et puis ensuite, c'est juste pour vous montrer que ça marche. Donc top qui affiche les processus. Et puis ensuite, on a une petite... comme nous sommes joueurs, vous allez voir. Alors, il ne tape pas très vite, l'ingénieur qui est dans mon ordinateur. Et donc, la dernière partie de la démo, c'est Tetris en mode ASCII. Et alors, je ne vais pas vous faire souffrir plus longtemps parce qu'il joue très très mal. Je ne sais plus comment on sort de ça. Voilà, c'est bon.
Donc tout ça, c'était pour vous dire qu'il y a eu ce portage, on a développé ce nouveau cœur qu'on a mis en open source, on a fait le portage de Linux, et il n'y a pas eu d'adaptation de Linux, c'est vraiment le kernel officiel. Alors je suis un peu désolé parce que j'ai un profil très matériel, donc des fois quand je parle de logiciel, je suis parfois un peu réducteur. Et puis sur le repo, vous trouverez la génération 32 bits et 64 bits de l'image Linux, donc pour CV32A6 ou CV64A6. Voilà, je vais vous résumer les contributions open source hardware de Thales dans le domaine RISC-V. Donc le projet CVA6, on continue, on est un certain nombre à travailler pour optimiser le design pour les ASIC, les FPGA, rajouter une interface pour ajouter des extensions et des nouvelles instructions, quelques fonctionnalités de sûreté de fonctionnement et de sécurité. Je vous ai montré Linux. Il y a FreeRTOS aussi qui est dans le tuyau. Il y a un collègue qui travaille sur LLVM. Le gros enjeu, c'est la ligne de vérification pour arriver à un niveau industriel. Du côté de la fondation RISC-V International, Thales anime le Special Interest Group sur la sûreté de fonctionnement. Et on est actif dans d'autres groupes, surtout autour de la sécurité. Et puis, ça, c'est vraiment une annonce toute fraîche. On a lancé la 2e édition du concours RISC-V pour les étudiants Bac plus 5. Il y a déjà 5 ou 6 équipes inscrites et ça ne fait que commencer. On avait fait l'an dernier une édition centrée sur la performance de CV32A6 et cette année on travaille sur l'efficacité les étudiants vont apprendre en travaillant sur l'efficacité énergétique de CV32A6 et l'idée c'est de renforcer la promotion de RISC-V dans les cursus et puis rapprocher les cursus des besoins ou d'attentes industrielles. Je suis sur la fin de ma présentation. Je ne peux que remercier le projet Fractal qui est financé par Excel et qui nous finance, qui a financé notamment les activités qui sont derrière la démo. Là, j'ai mis plein de... Mais je ne sais pas si on diffuse les planches, mais... il y a tous les liens vers RISC-V et Open Hardware. Si vous avez un appareil photo, c'est le moment de faire une photo des liens. Et puis il y a un outil de recherche propriétaire qui est votre meilleur ami pour retrouver tout ça. Voilà, je pense qu'on a le temps de prendre quelques questions, mais pas beaucoup. C'est une pause là normalement jusqu'à 5 minutes. C'est une pause. Alors on peut peut-être. Là normalement c'est une pause, mais c'est pas grave. On peut faire 5 minutes de questions et 5 minutes de pause. D'accord. Et puis ceux qui il y a des questions, bien sûr. On avait vu il y a quelques années l'approche d'IBM en open hardware. Pour moi, le peu que j'en ai vu là, de l'écosystème industriel, ils étaient un peu précurseurs sur Power8, les infrastructures RISC. Ils avaient fait un portage de Linux, alors c'est le sens de ma question, qui du coup était propriétaire de mémoire, mais je dis peut-être une bêtise, ça s'appelait One Linux ou Linux One. Là, dans la logique Thales, justement, on parlait de marché ce matin, vous pouvez peut-être nous préciser un petit peu certains points stratégiques qu'il y a cet effort à destination de RISC-V. Alors, il y a eu d'autres jeux d'instruction qui sont passés du monde propriétaire au monde ouvert. On a eu Spark, Power, j'en oublie peut-être. Il y a eu l'OpenRISC. Et en fait, ça n'a pas suscité un grand écosystème. Et une des difficultés, c'est sans doute qu'il y a, alors j'imagine dans Power, beaucoup de savoir-faire IBM qui est peut-être assez difficile à transférer en open source.
une explication qui est gratuite. Avec RISC-V, ça a été très très vite mis en open source. C'est arrivé par Berkeley, et donc ils ont généré un engouement. Je pense qu'ils avaient les bonnes propriétés aussi pour répondre aux besoins des uns et des autres. Je vous ai parlé du jeu d'instruction modulaire. On peut faire un cœur très 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 très. J'ai entendu des cœurs incroyablement petits. Et puis il y a eu des annonces de trucs, de cœurs de processeurs. J'ai vu passer des 5 GHz, hyper threadés, super scalaires, enfin des bêtes de course. Et tout ça, c'est grâce au jeu d'instruction modulaire. Donc je pense que c'est aussi une explication qui fait que à peu près tout le monde arrive à trouver ce dont il a besoin dans RISC-V. Et je ne suis pas sûr que Power et ses propriétés-là. Et quand vous parlez de noyau, là, c'est un noyau mainline que vous utilisez? Ouais. Vous avez bien modifié quelque chose quand même? Alors, j'ai dit que j'étais. J'ai dit que 17, c'est un quoi? C'est un noyau BSP Thales ou c'est un noyau alors, a priori, on va prendre ma réponse avec précaution parce que le collègue qui est vraiment spécialiste de ça est pas là. Il est, a priori, c'est le noyau mainline. Linux a récemment rajouté dans la mainline le support du 32 bits, où il est peut-être revenu après. Et de toute façon, vu comment ça a été fait, on n'avait pas la capacité à redévelopper un noyau. Il y a quelques. Bon, il faut configurer un DSP pour que ça tourne, bien entendu, pour que le noyau reconnaisse les ressources de la carte. C'est un 32 bits, c'est ça? 32 bits, ouais. Et alors, tout ça, ça a été compilé avec GCC. GCC supporte maintenant nativement RISC-V et un certain nombre d'extensions du jeu d'instruction. Donc là, on avait vu à l'écran RV32IMA, donc le jeu de base, plus la multiplication des opérations atomiques, et on veut rajouter quelques extensions dans le support. C'est-à-dire que c'est ça votre processeur, est-ce qu'il a du coup des instructions supplémentaires? Alors, ça a été le choix. Est-ce qu'elles sont supportées par GCC du coup? Alors, le choix qu'on a fait, c'est la version open source de ne pas mettre d'instructions supplémentaires. On est vraiment sur des instructions standard RISC-V. Il y a une instruction de sécurité qui va peut-être être rentrée dans les specs RISC-V qu'on voudrait mettre dedans. Mais c'est pas ça, c'est un choix plutôt Thales pour ne pas avoir, pour pouvoir bénéficier des compilateurs sans avoir à s'arracher les cheveux. C'est pas un choix pas forcément de l'OpenHardware Group, puisque du côté du processeur, des processeurs embarqués, la gamme CV3240 qui viennent de Reski, là il y a pas mal d'extensions propriétaires qui prouvent leur efficacité sur certains domaines d'application. Mais alors du coup, là, quand les gens qui ont utilisé ça, ces instructions propriétaires, ils sont obligés de customiser un compilateur, un assembleur. Alors, l'idée qu'on a, c'est d'ajouter une interface coprocesseur qui s'appelle CDXIF à l'OpenHardware Group pour pouvoir rajouter le matériel branché sur le cœur, le matériel nécessaire pour traiter une instruction propriétaire. Et je vous ai dit que j'ai un collègue qui travaille avec LLVM, et a priori, avec LLVM, c'est plus facile de rajouter qu'avec GCC la partie compilation qui va cibler cette interface. Donc on parle beaucoup en TRL au niveau de maturité chez Thales, on est sur des étapes de design, il n'y a encore rien de disponible dans les repos open source, mais ça va arriver. Parce que c'est frappant de voir ce risque aussi de fragmentation du jeu d'instruction. Alors qu'ARM, il vient de sortir leur jeu d'instruction ARM V9, qui en gros
ça, quand on est ARM-V9, il y a tout. Et on a l'impression que c'est pour faciliter le déploiement de leur processeur dans des serveurs et pour que le logiciel soit beaucoup plus facile à faire. On saura que dans 5 ans, quand il y aura un ARM dans un serveur, ce sera un ARM V9 et on ne se posera pas de questions. Ce sera plus facile niveau. Ils sont partis un peu vers réunifier leur jeu d'instruction. Oui. Pour info, chez ARM, la notion de coprocesseur et d'interface vers un coprocesseur existait déjà à l'époque de l'ARM 3 qui date de, si je ne m'abuse, ça doit être en 95. Alors, j'ai pas dit que RISC-V invente pas forcément de nouveaux concepts. Oui, non, je dis pas ça, je dis juste, effectivement, ARM est déjà aussi passé par là. C'est réunifié pour des raisons peut-être plus commerciales qu'autre chose. Aujourd'hui, ARM n'est pas une entreprise open source. Mais dans l'histoire, ils ont eu ce côté fragmenté. Et oui, là aujourd'hui, le jeu d'instruction ARM V9 se destine principalement au data center. Dans l'embarqué, il y a beaucoup de choses pour lesquelles il y a des gens qui ne l'utiliseront pas parce que ça va consommer, parce que ça va prendre une place folle sur le silicium. Après, c'est aussi un équilibre. Effectivement, il y a un risque de fragmentation dans RISC-V, mais il y a aussi beaucoup de place pour customiser la solution à l'application. C'est pas one size fits all, c'est pas une taille unique. Il y a une réponse actuellement de la fondation RISC-V qui s'appelle les profils. L'idée des profils, ils commencent à en parler un peu plus largement. C'est d'avoir pour certaines cibles un sous-ensemble cohérent d'extension. Donc ça ne va pas aller jusque ce que vous disiez de ARM-V9 qui met tout dedans, donc comme ça on a tout, on est sûr de tout avoir. Mais ils ont des profils qui s'appellent microcontrôleurs et des profils applicatifs avec un certain nombre d'extensions. Et par exemple, le CV64A6 de mémoire, il est conforme au profil RVA20 USM 64. Alors les noms ne sont pas formidables, mais ils permettront de définir un sous-ensemble complexe. On va peut-être arrêter. Ouais. J'ai vu, il y a un petit patch pour le kernel. C'est Kevin est sorti, votre collègue. C'est Kevin, oui, il a mis un petit patch. Bon, dans le GitHub, là, il y a un petit patch Linux, mais vraiment pas grand-chose. Voilà, Juste une petite question en termes de performance, vous arrivez sur ce genre de chip à quel genre de fréquence, à quel ordre de grandeur de fréquence et combien de cœurs? Alors, on va peut-être faire la pause et puis on peut... Là, on va pas faire la pause parce que du coup, si l'intervenant est